Voilà, je suis Éric D'Alençon, directeur territorial Île-de-France de la Fondation Partagez Vie. Et j'ai la joie d'ouvrir cette rencontre. Voilà, d'abord en vous remerciant pour votre présence, vous souhaitant la bienvenue, voilà, chacun et chacune d'entre vous. Voilà, je voulais aussi remercier nos intervenants qui vont être présentés, et puis aussi Jean-Pierre Coudre, directeur de notre service à domicile et service de soins infirmiers qui organise cette rencontre avec ses équipes, mais aussi plus largement avec les équipes de la Fondation Partagez Vie. Donc un immense merci à eux. Un tout petit mot sur la Fondation Partagez Vie. Nous sommes un opérateur important, je dis, du grand âge, avec, et du handicap aussi, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, avec 125 établissements, 6500 collaborateurs. Et nous avons développé vraiment une expertise dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, si beaucoup d'établissements permettent la prise en soin des personnes malades de la maladie d'Alzheimer, il y a aussi un grand nombre de dispositifs qui accompagnent ces personnes à leur domicile pour les aider, les soutenir, pour aussi préserver leur capacité, enfin leur autonomie, leur estime de soi. Et donc ces dispositifs sont aussi pour soutenir les personnes proches, aidantes, dont on le sait bien, beaucoup souffrent d'épuisement et parfois aussi d'isolement. Donc le programme de cette fin d'après-midi est très séduisant. Donc j'espère que chacun et chacune d'entre vous sera enrichi par cette rencontre, par le partage d'expériences vécues, et puis aussi que nous sortions appauvris aussi de tous nos préjugés et tout ce que nous pouvons aussi porter autour de la maladie d'Alzheimer, qui sont parfois des craintes. Je voudrais faire un petit lancement de remerciements. Donc remerciements à Yves Jaillet. Sans lui, cette conférence de ce soir n'aurait pas pu avoir lieu, puisque c'est Yves dont on a accompagné l'épouse qui nous a présenté Colette Roumanoff. Donc merci Yves d'avoir permis cette belle rencontre. Je voulais aussi remercier Raef Benrahim, qui est à mes côtés, et la direction de la communication de la Fondation. Donc c'est vrai que c'était un peu fou dans les temps actuels de nos structures sociales et médico-sociales en sous-effectif, en difficulté de recrutement, de se lancer dans l'organisation d'une conférence. Donc Raef a tout fait. Donc merci beaucoup, je vous remercie infiniment avec le soutien de la direction de la communication. Merci aux équipes d'Atmosphère qui œuvrent au quotidien auprès des personnes fragilisées et notamment des personnes avec des maladies neuroévolutives. Et puis, bien évidemment, merci tout particulier à nos deux conférenciers. Donc, Colette Roumanoff, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques mois maintenant. J'ai été un peu, j'allais dire choqué, surpris par votre énergie, cette énergie incroyable que vous avez. Donc, vraiment, je tenais à nouveau à saluer cette énergie fantastique que vous avez. Et puis, vraiment, c'est une énergie qui, à mon avis, est faite de beaucoup de convictions, faite aussi de son vécu. Alors du coup, qui dit énergie dit parfois un peu d'agacement par rapport à des choses qui avancent pas forcément assez vite, etc. Donc, mais en tout cas, cette énergie est incroyable. Procès d'intention. Oui, et puis énergie, puis pragmatisme aussi, parce qu'en fait, de par votre expérience, vous avez dégagé un tas de trucs et astuces que vous avez théorisés et qui effectivement ne vont pas dans le sens classique du discours, un discours qui est plutôt dramatisant. Alors que vous avez un discours extrêmement énergisant. J'y reviens. Donc merci, et puis on va vous écouter sur ce point. Merci à Claude, bien sûr, Claude Jandel, donc conseiller médical de la Fondation. Et alors j'avais prévu de mettre un certain nombre de slides pour présenter les différents types, mais il y en a trop en fait, il y a trop de présentations. Claude, moi ce que j'apprécie énormément, c'est que à chaque fois qu'il y a une possibilité de se confronter au terrain, vous avez une expertise reconnue. Et à chaque fois qu'il y a la possibilité de confronter cette expertise au terrain, bah, vous êtes toujours présent, que ce soit à travers les questions des équipes au quotidien, ou que ce soit à travers de conférences comme ce soir. Donc merci de vous prêter à ce jeu. Donc ce soir, ce ne sont pas deux débatteurs qui vont se confronter, avec d'un côté une expertise médicale et de l'autre côté une expertise terrain.
C'est plutôt deux regards qui sont très complémentaires sur un regard effectivement médical, soignant, et puis un regard de terrain, d'expérience. Colette a accompagné son mari pendant 9 ans, Daniel. 10 ans, pardon. Et du coup, elle en a dégagé effectivement une riche expérience. Donc ce sont deux regards différents qui vont s'associer. Et pour moi, c'était très important de les mettre ensemble, de les associer ensemble. Voilà. Alors, on a 4 thèmes ce soir. On va peut-être les mettre rapidement avant de faire disparaître le vidéoprojecteur. 4 thèmes. Le premier, c'est... On peut le passer encore. Voilà. Le premier thème, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du malade? Que se passe-t-il dans ma tête à moi en tant qu'aidant? Ça, c'est les 2 premières questions sur lesquelles on va passer presque 3 quarts d'heure. Ensuite, comment créer un environnement réducteur de stress pour la personne? Et on verra que le rôle de l'aidant est quand même extrêmement important. De la parole aux actes, quelle approche bienveillante pour les professionnels de santé, parce qu'on est tous effectivement de bonne volonté à vouloir intervenir auprès des personnes malades d'Alzheimer, mais parfois, sans s'en rendre compte, on peut avoir des petits travers en tant que professionnel. Et Colette ainsi que Claude nous aideront peut-être à avoir aussi quelques trucs et astuces en tant que professionnels pour mieux aborder ces situations. Et puis enfin, on terminera par l'intérêt des approches non médicamenteuses, donc que ce soit l'accueil de jour, les services à domicile, les équipes spécialisées Alzheimer, les plateformes de répit et d'autres. On aura aussi un temps de discussion autour de ce point-là, avant de vous passer la parole et de laisser les questions à la salle. Alors, peut-être en première question, Colette, par rapport à Daniel, donc à quel moment vous êtes rendu compte qu'il y avait un changement? Donc un jour, je me suis rendu compte, donc mon mari était un homme d'affaires, enfin, en fait, il a été en Inde, en autostop en 59, et après, il voulait y retourner, donc moi aussi, je suis allée, et donc pour y aller, on s'est dit comment faire, ça coûtait hyper cher à l'époque, maintenant, on ne se rend pas compte, ça coûte rien pour y aller. Mais ça coûtait très très cher de prendre l'avion, donc on s'est dit comment on va faire, et bien on va essayer de rentabiliser le voyage en important des choses des Indes. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans l'importation de produits indiens. On a commencé par des foulards, et puis bon, après, ça a été plus complexe. Donc, il s'était mis à écrire des livres, il a écrit beaucoup de livres sur un maître qu'on a eu en Inde, et puis un jour, je le trouve comme ça, sur son bureau, plein de papiers de banque, stabilo bossés, de toutes les couleurs, tout un désordre absolument terrible. Et il s'agite, il a l'air inquiet. J'ai dit, tu fais quoi? Il me dit, ben, je suis inquiet, j'ai fait un chèque de 500 €, je ne sais pas du tout s'il y a de quoi, s'il y a quelque chose pour le payer. Alors je regarde les papiers de banque, j'en sors un qui date d'il y a 2 jours, il y a 4 000 € sur le compte, et je lui dis, ben, 4 000 c'est plus grand que 500. Et puis après je lui dis, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas quelqu'un qui va apprendre à faire une soustraction quand même, c'est pas possible. Et je me rends compte que ce que je dis, ça fait pas sens pour lui. C'est-à-dire que ses yeux, ils font comme ça. Il me regarde d'un air encore plus inquiet. Et je lui dis, ouh là là. Alors moi, je suis pas hyper courageuse. Je suis courageuse d'un côté, mais pas trop. Pas téméraire. Donc je me dis, machine arrière. Tout va bien, ça va, on va aller prendre le thé. Voilà. Alors, on laisse tous les papiers de banque, on va aller prendre le thé. Et après, on a été consulté forcément un neurologue qui dit c'est pas un AVC, c'est pas une tumeur au cerveau, donc voilà. On ne dit pas c'est Alzheimer, mais on le suggère, quoi, voilà. Donc c'est ça, c'est quelque chose de vraiment très très bizarre, où les repères sont perdus. C'est pas juste une mémoire. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment voir cette maladie, c'est pas juste une mémoire, ce sont des repères. C'est-à-dire, il y a des jonctions, là, dans le cerveau, là, c'est... Moi, j'ai l'impression que le neurone qui fait les soustractions, il est parti, il est grillé, il est brûlé, je sais pas, il n'y en a plus, quoi. Donc celui qui fait une multiplication aussi, d'ailleurs, en fait, un peu tout le calcul mental a disparu d'un coup. Donc il faut faire 100. Voilà. Donc à ce moment-là, ben, ce que je faisais, je captais les relevés de banque, je captais les chéquiers, j'ai tout capté comme ça. Et c'était moi qui m'en occupais. Donc d'ailleurs, très rapidement, Marie, c'est ma femme qui fait les chèques. Voilà. Donc vous disiez, quand on avait préparé la conférence, qu'en fait les neurones pour vous avaient un peu grillé, certains neurones avaient grillé, et du coup ils n'avaient plus forcément accès à certaines informations, en tout cas pas les mêmes que nous, ce qu'on peut décrypter. Ah ben, tout à fait, et en fait, bon, après quand j'ai compris que c'était la maladie d'Alzheimer, j'étais quand même très perturbée. Donc j'ai commencé par me rétablir dans la rue, un jour il pleuvait, je me suis retrouvée à l'hôpital avec... Après, une chaise roulante, parce que je ne pouvais même plus marcher dans la maison. J'avais un genou, une cheville, enfin vous savez. Donc c'était lui qui me poussait. Voilà. J'ai toujours essayé de faire les choses pas à l'envers. Je fais toujours les choses en général à l'envers.
Donc c'est lui qui me poussait, qui s'occupait de moi. C'était sympa, voilà. Mais je lui ai bien expliqué que, en fait, à l'époque, vous savez, il y avait une émission de télé qui s'appelait La tête et les jambes. Je dis, bon, c'est moi la tête, c'est toi les jambes, voilà. Donc on a bien rigolé. Bon, et je me suis rendu compte que, en fait, il y a un certain nombre de choses qui disparaissent. Et en fait, ça continue tout le temps, ça s'arrête jamais. Alors après, l'idée, c'est comment on gère. Donc, bon, la banque, j'ai réussi d'abord à faire ça avec un peu de ruse, et après, j'ai dit, oui, c'est moi qui fais l'échec. Et après, il y a un certain nombre de choses qui disparaissent, ou des choses qui sont plus comprises, qui sont plus vues, qui sont des informations qui manquent. Comment on fait pour boucher les trous? Et bien, à chaque fois qu'il y a un nouveau trou, il faut trouver le système pour le boucher. Voilà. Et moi, j'ai trouvé plein de systèmes. Ça, c'est la ruse de l'aidant. Voilà, c'est la ruse. On va y la ruse. après. Oui. Alors peut-être pour Claude, lui, votre vision à vous en tant que médecin de la maladie d'Alzheimer, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du malade? Puis peut-être un rapide point sur l'état actuel des avancées. Alors, je vais être humble en disant qu'on ne sait pas tout. On sait quelque chose, mais pas beaucoup. Et on ne nous dit pas tout. Voilà. Quelqu'un de célèbre qui le dit à ma place. Je ne pouvais pas m'empêcher, n'est-ce pas? C'est facile. En plus, vous êtes le coup de barre, donc on y est là. Cette maladie, on devrait dire ces maladies, si on considère que ce sont des maladies, on pourrait piloguer là-dessus sur ce point, sont plurielles par leur mode de présentation. Colette vient de donner un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est toute la difficulté de reconnaître les premières manifestations. Et en fait, toutes les études montrent qu'il y a environ 1 an et demi, 2 ans de décalage entre les premières manifestations, les toutes premières, peut-être que vous étiez dans l'anticipation, et le diagnostic. On se pose les questions du diagnostic souvent avec 1 an et demi, 2 ans de retard. Et les manifestations qui précèdent, je vous en ai quelques-unes parce que ça mérite qu'on s'y attarde un peu, ce ne sont pas effectivement les troubles de la mémoire. Les troubles de la mémoire, c'est le moment où on va se poser la question et amener à consulter. Souvent d'ailleurs, c'est des dents qui consultent, c'est pas et les signes qui précèdent, c'est des signes plutôt de la lignée de la sphère affective, et en particulier de l'anxiété. Il était un peu anxieux, certainement. Et quand il fouillait ses papiers, oui, il était très anxieux. Et ça lui ressemblait pas trop. Parce que ces personnes, au début de leur maladie, sont conscients de la perte de leur capacité et réagissent sur un mode d'anxiété, plus ou moins larvé, de dépression, alors pas la dépression, toujours la dépression majeure, mais des manifestations dépressives, des changements. Alors vous avez utilisé le terme de changement, je pense que c'est le bon terme. On ne devrait jamais, face à un changement, alors qui est le mieux placé pour identifier le changement? C'est soit la personne, soit ses proches. Et ce que vous avez décrit, c'est un changement. C'est un changement par rapport à la situation d'avant. On ne devrait jamais se contenter de dire qu'un changement, quelle que soit la nature du changement, est attribuable simplement au fait d'avoir 1 an de plus ou quelques mois de plus. Cette étape-là est essentielle, c'est la compréhension du changement. Pourquoi ce changement? Et c'est peut-être la meilleure façon de se poser les questions, et on trouvera parfois, pas toujours, la cause du changement. Mais souvent, ce changement, finalement, est la première manifestation de la maladie, qui peut revêtir des modes de présentation extrêmement variés. Je ne vais pas développer, peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure. Sur les mécanismes, puisque c'est la question, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, qui est à peu près établi, c'est que les premières lésions, c'est une maladie organique, la démence, les démences. Ça différencie des maladies qu'on classe dans la santé mentale. C'est pour ça qu'on parle de neurologie, maladie du cerveau, organique, c'est-à-dire il y a des lésions visibles au microscope, ce qui n'est pas le cas dans les maladies psychiatriques, pour l'instant. Les premières lésions apparaîtraient 15 à 20 ans avant les premières manifestations cliniques. Alors peut-être que parmi nous, ici, je ne vais pas m'aventurer sur ce registre, mais pas vous inquiéter. On sait aujourd'hui que, en fait, les lésions apparaissent précocement, qu'on ne peut pas les identifier au stade précoce. Il y a des méthodes très sophistiquées qui permettraient de le faire, mais ça n'a aujourd'hui aucun intérêt.
On ne va pas inquiéter tout le monde. Surtout qu'on n'est jamais certain que ces lésions vont se traduire systématiquement par des troubles. Ce n'est pas systématique non plus. Et donc, ces lésions qu'on connaît bien maintenant, je ne vais pas développer, se déposent préférentiellement dans une région qui est la région du système limbique, c'est-à-dire l'hippocampe, c'est-à-dire la partie entorhinale, la partie du vieux cerveau reptilien, et d'ailleurs qui projette en dehors, puisqu'on a tous une muqueuse pituitaire qui est la muqueuse nasale, qui est une expansion extérieure à l'encéphale, qui est une expansion de ce système limbique. Ce qui, d'ailleurs, est intéressant, c'est qu'il y a de très nombreuses années, dans les années 90, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie, on avait mis en évidence que les troubles de l'olfaction étaient souvent précoces chez ces personnes, parce que ça touche le même système. Et les lésions qu'on observe dans le cerveau, on les retrouve d'ailleurs dans la muqueuse nasale. Bon, ça n'est plus utilisé aujourd'hui, mais on a même été jusqu'à faire des tests où on faisait sentir et évaluer les capacités de la personne à sentir certaines odeurs qui pouvaient être prémonitoires de la maladie. Donc on sait maintenant à peu près quelles sont ces lésions, on sait où elles se déposent préférentiellement dans cette région au début. Il se trouve que cette région, c'est la région qui régit les processus de mémorisation, ce qui explique que la plupart du temps, c'est la mémoire qui est altérée, mais surtout la mémoire récente, des faits récents, parce que en fait, c'est une maladie de l'engrammage, ou de l'encodage. Alors, je vais l'expliquer très rapidement ce que ça veut dire. Quand on doit mémoriser un événement, il y a deux étapes. Il y a l'encodage, et on fixe l'information nouvelle, on la fixe dans cette région, et puis il y a la restitution, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller la chercher quand on la redemande, et pour la restituer. Quand on est en face de personnes qui sont anxieux ou dépressifs, et en particulier des personnes âgées, elles peuvent être en difficulté pour retrouver une information, mais en leur donnant un indice, elles vont la retrouver. Si on leur demande, par exemple, de mémoriser 3 mots, dont une fleur, Marguerite, elles ne peuvent pas être capables de restituer Marguerite, mais si on leur dit qu'il y a une fleur, elles vont retrouver Marguerite. Parce qu'il n'y a pas d'atteinte de l'encodage. Elles ont fixé Marguerite, mais elles ont cette difficulté à la restituer. Tandis que dans ces maladies-là, dont on parle, c'est une anomalie de l'encodage, c'est-à-dire que la personne n'a même pas pu fixer l'information nouvelle. Et puis ensuite, les lésions vont se disperser dans le cerveau, selon une course qui est à peu près établie, et en fonction de la topologie, c'est-à-dire de la dispersion de ces lésions, les autres manifestations dont on va parler, je pense, et ce qu'on place dans les troubles du comportement, évidemment, vont apparaître de manière très variée selon les personnes. Hein. Ce n'est pas univoque comme maladie extrêmement. Le malade est différent de l'autre, toujours, par la séquence d'apparition des troubles, etc. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé trop longtemps. Alors du coup, Colette, vous avez vu l'évolution de quelques changements au niveau du comportement de Daniel et de ses habitudes de vie. Et puis il y a eu un déclic un jour par rapport à vous, à propos du rosier. Voilà, et c'est vrai qu'il y avait eu des manifestations d'angoisse parce qu'en fait, un jour, enfin j'ai vu, il avait changé la place de son bureau, il avait un bureau où il travaillait beaucoup, il l'avait rapproché du mur, comme s'il ne voulait pas qu'on s'approche de ce qu'il faisait. Et quand je m'approchais, bon, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je travaille. Et en fait, il a passé énormément de temps, il avait écrit des livres, et comme il n'arrivait plus à se repérer dans rien du tout, et moi je trouve ça très touchant, il soulignait des passages, il mettait des post-it, et j'ai des livres comme ça qui sont entièrement soulignés, c'est-à-dire c'était toutes les pages sont soulignées, il y avait des post-it à toutes les 2 pages où il recopiait le titre. Donc c'était pour essayer de se retrouver, et il ne se retrouvait plus, voilà. Et donc il a eu une période, effectivement, où il était un peu comme ça, il s'était mis son bureau bien serré, en retrait pour pas qu'on vienne voir, et quand j'arrivais, il dit, oh je travaille, bon bah, je vais laisser faire, donc le retrait, voilà. Bon. Alors pour vous, il y a eu le déclic du rosier, je reviens quand même voilà, sur le rosier. Donc pour moi, le premier moment où j'ai compris quelque chose sur ce que moi j'appelle la manière dont ça se passe, cette maladie,
Alors, je me remets dans un jardin, je vois qu'il adore les grands. De toute façon, je lui donne un sécateur, je lui dis ça serait gentil de me couper les chardons qui est dans le jardin. Alors, il coupe un chardon, 2 chardons, 3 chardons, et puis clac, il coupe le rosier. Je tourne, je regarde pas, et je vois le rosier par terre à côté des chardons. Alors, ça m'a très fâchée, parce que voilà, j'aime beaucoup les plantes, mais bon, voilà, j'étais très fâchée, donc je me suis mis à lui hurler dessus. Il fallait crier dessus, oh là là, je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que je racontais, mais bon, n'importe quoi. Et ça me paraissait terrible que ce rosier... Mais en fait, ce rosier, j'ai pas fait attention, n'avait pas de fleurs. Donc, il était grand comme ça, il était vert, il y avait des piquants. Et les chardons, ils étaient aussi grands que ça, ils n'avaient pas de fleurs non plus, ils étaient verts, ils avaient des piquants. Donc, c'est tout à fait le genre de choses que quelqu'un qui a des années va confondre des choses qui se ressemblent, pour lui. Parce que son cerveau, c'est plus faire tous les calculs pour dire ça c'est un rosier, ça c'est un chardon, et le cerveau, tout ça c'est pareil, c'est grand, c'est vert, c'est machin, c'est voilà. Donc c'est ça, et c'est ça que j'ai compris, mais le lendemain. Parce que le lendemain, au petit déjeuner, il me regarde et il me dit je ne me rappelle plus ton prénom. Je me fais ouh là 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 là, ça c'est pas drôle, ça, j'aime pas du tout ça, ça me plaît pas, vraiment, franchement. Et je me dis, bah c'est ça, moi j'ai oublié que j'avais crié dessus la veille, je ne me rappelais plus, enfin j'avais crié. On crie sur les gens des fois, puis on se dit, bon, quelle importance. En fait, c'est toujours très important. Quand on crie sur quelqu'un, il faut savoir que ça a toujours des conséquences. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et ben là, on est obligé de s'en rendre compte, parce que d'un seul coup, il ne se rappelle plus comment je m'appelle. Alors je dis, ben, je m'appelle Colette, il dit, ah, maintenant que tu me dis oui. Et il faisait quand même un peu la tête. Donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié dessus, c'est quand même pas sympa et tout. Donc j'ai senti comme ça cette idée que j'avais un permis à points et que j'avais perdu des points. Et donc j'avais une amende, et l'amende c'était je ne connais plus ton prénom. Et moi je me suis dit c'est trop cher à payer, et franchement je trouve ça trop cher. Moi j'aime pas payer ce genre de truc, donc j'ai dit, donc je n'ai plus jamais crié sur lui, jamais. C'était terminé, jamais. Voilà. Et au contraire, pour regagner mes points, parce que je voyais bien que la situation n'était pas très confortable, je lui ai demandé de faire des choses. Est-ce que tu aurais la gentillesse de balayer la terrasse? Et toutes les choses que j'ai demandé qu'il faisait, qu'il arrivait à faire. Je n'ai pas demandé d'aller me couper des chardons, parce que là, du coup, il allait me couper les rosiers. Donc, le sécateur a disparu. Il n'y a plus de sécateur, il était parti. Voilà. Et donc, chaque fois qu'il faisait quelque chose qu'il arrivait à faire, il était content. Et donc, je lui ai demandé de faire plein de choses. Et plus je lui demandais de faire des choses, et plus il était content, et plus il était de bonne humeur, et plus après le cerveau, il se remet en mouvement. Et il n'a plus jamais oublié mon prénom. Voilà. Ça, je dois le dire, jamais. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, vous avez eu une réaction un peu d'agressivité vis-à-vis de lui, parce qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose ou il avait mal fait quelque chose. Bah oui, pour moi c'était terrible de couper un rosier comme ça, qui était tout par terre, quoi. Voilà, j'étais pas contente du tout. Quoi. Mais bon. Ce rosier est toujours vivant, parce que ça repousse les rosiers. Il est toujours là. Parce que vous disiez qu'effectivement, plus on le met en situation d'échec, plus on fait des reproches au malade d'Alzheimer, plus il va s'éloigner, plus tout le monde va perdre des points en fait. Là, jamais. Alors moi j'ai tiré une règle. Jamais s'énerver contre un malade d'Alzheimer, jamais dire non, jamais lui faire aucun reproche. Ce qui est difficile. Eh bien oui et non, parce que finalement, personne n'aime recevoir des reproches. Moi, quand je fais des conférences, des fois dans des salles immenses, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de recevoir un reproche? Lève le doigt. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui dit moi. Jamais. Mais tout le monde se croit le droit et se croit autorisé à faire des reproches à la terre entière. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve. Je trouve que c'est un mystère, moi, de la vie. Parce que comment ça, c'est que personne ne veut recevoir des reproches et que tout le monde est prêt à en faire des dizaines à des centaines de personnes? Quand même, je trouve que c'est assez mystérieux. Moi, je n'ai pas la solution. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui est un malade d'Alzheimer, ça, un reproche, c'est extrêmement... Après, c'est trop... Enfin, il faut payer les conséquences. Et moi, je n'aime pas payer les amendes. Je n'aime pas ça du tout. Je préfère que ça se passe bien. Voilà. Donc si quelque part, j'en comprends bien, s'il y a de l'agressivité chez le malade, c'est que l'aidant a raté quelque chose. Complètement. Et sans le vouloir. Ce qui est un message compliqué à faire passer quand même. Non, mais c'est sans le vouloir, par exemple. Si vous voulez, on peut très bien blesser quelqu'un. Les gens qui sont malades, en général, ont une sensibilité qui est augmentée. Moi, j'aimais bien Bénédicte Desfontaines qui dit que les malades d'Alzheimer sont des experts en émotions jusqu'à la fin. Moi, je trouve que ça correspond vraiment à la réalité. Donc, comme les moyens d'agir ou de s'exprimer sont diminués, la sensibilité, c'est un peu, on arrive un peu comme chez un enfant qui est petit, il ne peut pas faire des tas de choses, mais il est très sensible à la manière dont on l'approche, dont on m'aime de loin.
Et donc, un malade d'Alzheimer, quelqu'un rentre dans une pièce, il sait tout de suite si c'est quelqu'un qui est bienveillant ou pas. On n'a pas besoin de lui faire un dessin, hein. Ça c'est capté instantanément. Donc, ça oblige à être extrêmement précis dans son comportement. On ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Ou du moins, si on fait n'importe quoi, la conséquence arrive tout de suite. On ne peut pas ne pas l'avoir. Enfin bon, moi, en tout cas, je l'ai pris en pleine figure, l'histoire de je ne me rappelle plus ton prénom. Donc, j'ai dit, bon, ben, j'ai compris, maintenant, c'est fini. Je ne crie plus jamais sur lui. Et je l'ai fait. Je n'ai jamais crié dessus. Et je n'ai fait aucun reproche. Voilà. Alors après, après, on peut se rendre compte qu'il y a des tas de choses sympas qui peuvent arriver. Mais si on ne fait pas ça, ça n'arrivera jamais. Voilà. Voilà. Les choses sympas, elles ne risquent pas d'arriver. Voilà, c'est tout. Parce que le malade, il va avoir honte, parce qu'il sent bien que ça ne va pas, il va se sentir mal, il ne se sent pas soutenu, il perd son sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'il se sent en insécurité permanente. Et à ce moment-là, on a des symptômes nouveaux qui apparaissent. C'est-à-dire que la personne se sentant en insécurité dans la vie qu'elle a aujourd'hui, elle va faire ce qu'on appelle souvent un plongeon dans le passé ou un truc comme ça. Elle va dire « Ah là là, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, alors que ça fait déjà 30 ans que les enfants ne vont plus à l'école, ou je sais pas quoi. » Elle va s'accrocher à quelque chose du passé qui lui paraissait plus supportable que la vie qu'elle a aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Parce que souvent, on fait aux malades d'Alzheimer des vies insupportables. On les enferme, on les empêche de sortir, enfin on leur fait des trucs, franchement, pas rigolo du tout, quoi. Voilà. Faut le dire. Vous voulez réagir là-dessus? On pourrait réagir à différents titres. Je voudrais, dans le prolongement, revenir sur des fondamentaux. Socrate, ça évoque quelque chose pour certains? Oui. Socrate avait mis l'accent sur 3 fonctions symboliques suprêmes, parmi lesquelles la cognition. Alors, la cognition, c'est l'ensemble de ces fonctions, mémoire, langage, les praxies, les gnosies, c'est la connaissance, et bien évidemment les facultés de jugement et de raisonnement. Ça, c'est la cognition. Il avait mis l'accent sur les affects, deuxième fonction. Vous voyez déjà le lien avec l'affect, je vais revenir. Et puis, il y a la troisième fonction dont on ne parle jamais. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ça vous intéresse? Mais bien sûr. C'est en fait ce qu'on appelle la conation. Conation. Ou la métacognition. C'est au-dessus de la cognition. C'est, pour faire simple, la motivation. L'envie. L'envie d'avoir envie. C'est pas moi. Et en fait, dans ces maladies, c'est la cognition qui est touchée, qui révèle souvent atteint des fonctions cognitives, de mémoire. On a vu tout à l'heure que les affects étaient souvent altérés avant, mais ils le sont tout au long. Et ce que vous décrivez, c'est qu'il reste ces affects. La réceptivité aux émotions demeure très longtemps, ce qui fait qu'il faut être très prudent sur la façon de se comporter. Et plutôt que d'être un peu dans l'incitation à, peut-être comprendre, faire un effort pour comprendre. On va en reparler, je pense, au moment de la compréhension de l'autre. Mais il y a cette question de la motivation qui est importante, parce que, en fait, le fait de perdre sa motivation, de ne plus avoir envie, ce qui caractérise aussi la dépression, c'est pas que c'est la vie, va poser un problème à un moment donné, parce que finalement, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'apathie. Souvent, les personnes qui sont apathiques, qui ne font plus rien, qui n'ont plus cette capacité d'amorçage, de prise d'initiative. C'est ça dont on parle là. Ensuite, ce que je voudrais compléter, c'est que dans ces maladies, parce qu'en fait, on parle surtout de la maladie d'Alzheimer, là, mais ces maladies, il y en a d'autres qui se présentent plus avec un mode comportemental, puisque ça touche une autre région au départ. Donc ils n'ont pas de trouble de mémoire, ceux-là. C'est des démences frontotemporales. Ça commence par la partie antérieure du cerveau, et ça se révèle plus par des désinhibitions, des comportements de désinhibition, qui peuvent d'ailleurs parfois orienter à tort ces personnes vers la santé mentale. Non, c'est des maladies organiques. Et donc ces maladies, la difficulté du diagnostic vient de la pluralité, on l'a dit, de présentation. On essaye de les typer. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir est-ce que ça change, que ça soit une maladie plutôt d'Alzheimer, une maladie frontotemporale ou accord de Lévy, à quoi ça sert.
Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de traitement spécifique. Si, ça sert, parce que justement, et c'est là où je vais en venir, et je m'arrêterai là pour pas être trop long, si on veut que la personne continue son chemin avec ses aidants, et que la dyade aidant aidé s'établisse dans les meilleures conditions pour les deux, parce que l'aidant à un moment donné va assumer le fardeau, hein, on va en parler, il faut impérativement que l'aidant, on ait été capable de lui expliquer ce qu'était justement la maladie de l'aider, et justement, et ça c'est le rôle des soignants, hein, dans l'annonce, on dit l'annonce du diagnostic, je parle là plutôt de l'annonce à l'aidant pour lui le préparer, pour le préparer à comprendre certains troubles, parce que sinon on arrive très vite dans des situations d'incompréhension qui peuvent se traduire parfois par des pratiques qui sont un peu des dérives, quoi, et qui aggravent le phénomène, puisque on aggrave les troubles du comportement plutôt que l'inverse. Dans l'annonce, parfois, le corps médical est peut-être un peu trop rapide, peut-être. Vous parlez de pédagogie et compréhension, etc. Je pense que c'est pas qu'il est trop rapide, c'est qu'il n'y a pas assez d'annonces. D'ailleurs, c'est pourtant défini dans des recommandations anciennes. L'annonce, alors, on parle de l'annonce aux patients, ça c'est un autre sujet. Je vais parler surtout de l'annonce à la famille. Ça doit être fait impérativement. On a le temps. Pas nécessairement au cours d'une consultation, il faut le distiller au cours de plusieurs consultations pour préparer la famille. Il ne faut pas non plus. Et ensuite, ça dépend aussi de la famille. Donc, si on a la capacité de bien connaître la famille avant, on adoptera des stratégies qui vont différer selon qu'on perçoit en face des personnes qui sont plutôt en attente d'un diagnostic. Vous voyez, ça dépend beaucoup des situations. Il n'y a pas une règle unique. Démence, c'est un terme historique qu'on utilise de moins en moins. Pourquoi? Bon, en anglais, c'est dementia, ça reste le terme anglais. Bon, on l'utilise moins aujourd'hui parce que on trouve que c'est négatif. Ça, on peut discuter longuement je ne suis pas tellement d'accord avec ça, moi, mais c'est un fait. C'est comme ça, on n'utilise plus ce terme. Bon. Alors, on l'a remplacé par maladie neurodégénérative. Bon. Alors, dégénératif, c'est négatif. C'est dégénérescente. Donc on a remplacé maintenant par maladie neuroévolutive. Alors c'est intéressant, évolutive, parce que ce sont des maladies qui continuent à évoluer, elles ne sont pas stables. Donc le terme est assez adapté. Hein. Et puis en fait, le terme aujourd'hui, c'est du jargon peut-être médical, mais on parle, ça c'est dans nos diagnostics manuels, là c'est le trouble neurocognitif. Voilà le terme aujourd'hui, si on veut utiliser le bon terme. Mais l'année prochaine, quand on reviendra ici, je dirais que c'est encore un autre terme. Non, je ne pense pas que ça changera d'ici un an. Trouble neurocognitif. Hein. Trouble neurocognitif, c'est-à-dire qu'il y a un trouble cognitif. Voilà, c'est ça. Et à partir de ce trouble, on doit trouver la cause. Par contre, ça, ce n'est pas la maladie, c'est les symptômes. Après, il faut rattacher ce trouble à une des maladies causales, qui peut être une maladie d'Alzheimer, qui est quand même la première cause, hein, ou les autres maladies que j'ai un peu citées tout à l'heure. Vous voyez ? Mais quel que soit l'âge. Alors, il y a surtout un terme à ne plus utiliser du tout, et c'est ce que vous évoquiez peut-être, c'est démence sénile. Le terme de sénile doit disparaître du dictionnaire. C'est péjoratif, ça. Parce que quand on dit ça, finalement, et on ne le dit pas que pour la démence, d'ailleurs, eh bien, on a dit, bon, ben, on n'a plus rien à faire. Non, c'est au contraire. Il ne faut pas tomber dans cette fatalité-là, c'est une erreur. Je me bats contre ça, parce que ça ne veut rien dire l'âge. On peut avoir des troubles neurocognitifs à 60 ans, il y a des formes même à 50 ans, puis on peut ne jamais en avoir même à 100 ans. Donc, il faut faire très attention, ce terme de sénile, là, il faut l'oublier. Voilà. Donc, pour une fois, l'oubli fait du bien. Du coup, Colette, quand vous avez pris conscience que cette agressivité de votre part avait généré chez votre mari une espèce de distance et d'éloignement, vous avez commencé à avoir un raisonnement assez important en vous disant, ben, finalement, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe mieux? Et c'est là que vous avez commencé à essayer de trouver à chaque fois des réactions, des adaptations. Voilà, j'ai fait des découvertes. Alors, une des découvertes que j'ai faites qui était très intéressante, c'est que le sport, l'activité physique surtout forte, violente, et comme on a une maison en Provence, je faisais creuser des trous à la pioche dans le jardin, n'est-ce pas?
Et ça, c'est pas des choses qu'on entend dire tous les jours. Hein, et bien ça, c'était impressionnant parce que pendant une demi-heure, il était capable de se remettre à son ordinateur et il arrivait à le faire marcher. Ça durait qu'une demi-heure, mais quand même, ça valait la peine, quoi. Donc je me suis dit, mince, alors il faut qu'il fasse du sport. Comment on va faire? Alors, d'abord, le jardin, ça commençait à devenir un gruyère parce que des trous, il y en avait partout. Donc c'est là que j'ai racheté une table de ping-pong. Et alors, là, il y a un phénomène qui est quand même assez extraordinaire. C'est que le ping-pong, c'est un truc qui remet en route le cerveau. Je ne sais pas comment, mais alors, il a joué au ping-pong jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Et le ping-pong restait toujours rapide. Parce que dans l'évolution, il y a tout qui se ralentit. À un moment donné, ça se ralentit, tout devient très 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 lent. Et le ping-pong, même quand il ne savait plus ping-pong ce que ça veut dire, je prenais la balle de ping-pong, je faisais doum-doum sur la table, ça laissait un bruit particulier, je mettais une raquette dans la main, je mettais en face, et je toc, il m'envoyait les balles dans les coins pour pas que je les rattrape. Quoi. Alors, deux infos à ce stade. Vous avez à côté de vous un pongiste émérite. Voilà. Première info. Deuxième info, on a reçu chez nous, chez Atmosphère, un malade de Parkinson qui oui. avait 48 ans. Il nous a dit la même chose. Il nous a dit, je joue au ping-pong assez régulièrement et ça me fait un bien fou. Voilà. Donc voilà. Première info, acheter une table de ping-pong et jouer au ping-pong. Et on peut en avoir des toutes petites qui se mettent dans un salon. Des petites. On en avait une toute petite, vous savez, qui font le quart d'une table de ping-pong. Et là, tous les gens qui venaient pour lui rendre visite, tu joues au ping-pong? Oui, allez, pof, on joue au ping-pong. Comme ça, c'était sympa, parce que sinon, la conversation, ça va pas. Alors, t'as été au cinéma, qu'est-ce que t'as vu? Ça veut rien dire, il se rappelle pas. Et ça, Claude, comment vous l'expliquez, ça? Que sur cette pratique-là, ça revient, le réflexe revient assez rapidement, alors qu'on peut avoir une certaine... Il joue au ping-pong avant ou... Oui, mais moi je jouais plus avec lui parce qu'un jour il m'avait battu 19 fois de suite. Je trouvais que c'était inhumain. Donc je refusais de jouer avec lui au ping-pong. Si vous voulez, il était assez fort. Oui. Il y a une mémoire procédurale. Il y a plusieurs mémoires, dont une qui s'appelle la mémoire procédurale, donc, qui reste très longtemps finalement opérante. Mais surtout, il y a dans le cerveau de ces patients ce qu'on appelle une plasticité neuronale, c'est-à-dire les circuits qui sont grillés, dont vous parliez tout à l'heure, certains peuvent se recréer par des synaptogénèses, la relation entre les neurones. Donc vous savez que c'est un enchevêtrement de neurones, le cerveau. Ces neurones communiquent entre eux par des contacts et par la transmission d'un flux par des médiateurs chimiques. Et donc, il y a un vrai chamboulement du cerveau dans ces maladies. C'est-à-dire tous ces neuromédiateurs-là sont modifiés, certains sont diminués, d'autres sont inverses. Et donc, le cerveau est quand même capable, assez longtemps, de reconstituer un certain nombre de dégâts, de les restaurer. Et toutes ces activités-là, comme celle que vous évoquez, mais aussi, s'il avait joué du piano, parlait tout à l'heure, oui. Le piano ou un autre instrument, enfin, tout ce qui a été acquis dans le passé reste, et non seulement ça peut se reconstruire, mais surtout le fait de se remettre dans l'action a cet effet sur la plasticité neuronale. Donc c'est pour ça qu'on préconise l'activité physique adaptée, toutes les activités qui stimulent, en fait, qui vont mettre le cerveau en fonction. Il y a un adage qui dit la fonction crée l'organe, la pile Vander ne s'use que si on s'en sert, tout ça vous le savez. C'est pareil, le cerveau, il faut qu'il soit stimulé. Et c'est en quoi un sujet qu'on n'évoquera peut-être pas, c'est pour ça que je vais l'évoquer, ça évitera qu'on oublie, c'est l'interface entre le cerveau qui doit être stimulé et l'environnement. Donc on parlera de l'environnement. Mais l'interface est très importante. Quelqu'un qui n'a plus l'audition, ou qui a des difficultés d'audition, de vue, dans les organes des sens, on va parler du toucher tout à l'heure, il faut jouer sur ces organes sensoriels qui sont majeurs pour maintenir ce lien entre l'extérieur et le cerveau. Alors, moi, j'avais aussi trouvé qu'il y avait ce que j'appelais moi des segments de mémoire. En fait, je pense que c'est un peu la mémoire procédurale, parce que par exemple, moi, je m'occupais de sa toilette et il la faisait tout seul, bon, à condition que je l'accompagne dans des gestes très précis. Mais par exemple, pour ce qui était de se raser, je mettais juste le rasoir en route, ça faisait bzzz, et je faisais juste ça, et d'un seul coup, paf, ça démarre, et il se rasait exactement comme 20 ans avant, pareil, jusqu'à la fin.
Donc j'ai jamais. Donc il y a plein de choses mais il fallait les mettre en route Parce que comme ça, ça. ce sont des automates, presque une part d'automatisme. Oui. On se rase tous les jours, non, et donc on garde ces automatismes. C'est pas un nouvel apprentissage. Ça, Oui, mais si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas pu. Faut un déclic. Voilà, Ouais. c'est ça. Faut un déclic. Voilà, donc c'est... Ouais. Et donc il y a aussi la lecture à haute voix. Et ça c'est un truc que vous savez que ça marche très très bien. Donc ça a marché pendant des années, ça coûte pas cher et c'est vraiment efficace. Est-ce que tu veux bien me lire ce livre, s'il te plaît, ça me ferait plaisir de t'écouter. Et voilà, et donc ça fait marcher tout. La phonation, le machin, et il y a tout qui... En plus c'est sympa. Il y a une technique qu'on place dans les... J'anticipe peut-être sur les interventions non médicamenteuses qui est peut-être moins évoquée que les autres, c'est ce qu'on appelle la récupération espacée, qui consiste à... Vous connaissez peut-être? Oui, c'est assez... ouais. Donc, qui consiste à donner une consigne et de demander à la personne de la rappeler, et puis si elle ne parvient pas, on lui rappelle 15 secondes après, puis 30 secondes, etc. On espace. Et on a montré que ça permettait, à un moment donné, de récupérer en fait une part de la mémoire. Donc ça fait partie des moyens utilisés. Dans un certain nombre de cas, ça peut apporter. Et vous l'avez peut-être fait inconsciemment. Alors moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai découvert ça plus tard dans le livre de Cameron Camp. Ouais, Je l'avais jamais fait. Mais par contre, ce qui est important, je pense, c'est qu'il y ait une relation de confiance entre les personnes. Et à ce moment-là, on peut avoir un crédit. On a un crédit et on peut l'utiliser pour demander des choses compliquées et les choses vont être faites. Alors que si on n'a pas ce crédit, ça ne sera jamais fait. Quoi, voilà. Donc c'est un peu la relation de confiance, la relation de... Ça, c'est très important. Voilà. Alors, Et puisque vous parlez de confiance, si on veut se donner tous les moyens de réussite par rapport aux techniques, il faut que la personne, le propositus, la personne soit vraiment dans une ambiance vraiment où il n'y a aucun parasite qu'il soit dans un milieu vraiment qui soit vraiment fécond en termes de donc la confiance, pas d'éléments angoissants. Voilà, il faut qu'il soit dans une parfaite quiétude pour que vraiment la technique soit opérante, efficace. Alors moi, juste ce que je faisais, c'est que dès qu'il y avait un objet qui posait problème, je le faisais disparaître. Donc ça, c'est l'environnement réducteur de stress. Pour que l'environnement soit toujours facile à gérer, qu'il n'y ait pas d'écueil. Donc j'ai fait disparaître la tronçonneuse, le sécateur, enfin beaucoup de choses disparaissent et elles ne sont jamais réclamées en plus. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on change, on fait autre chose à la place. Voilà, c'était... Faire disparaître tout ce qui... Ça ne sert à rien de dire, mais non, la tronçonneuse pourrait faire marcher. Là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne peut jamais revenir. Voilà. Donc il faut accompagner. L'idée d'accompagner, c'est on suit. On ne devance pas. Voilà. Donc au quotidien, il y a à la fois tout ce qui est matériel, organisation de l'habitat, etc., qu'on va modifier, que vous allez modifier. Donc vous aviez parlé des miroirs, des serrures, etc. Donc vous allez pouvoir nous en parler. Et puis après, il y a aussi le comportement de l'aidant, en fait, au quotidien. Comment l'aidant peut être réducteur de stress. Alors, soit on commence par le côté matériel du logement, soit par l'aidant, comme vous voulez. Le côté matériel, c'est assez pratique. Donc, tous les objets qui font un problème, qui sont une source d'ennui, on les fait disparaître. Et des fois, c'est très simple. Par exemple, je peux raconter une histoire. Le malade peut très bien, mécaniquement, il se lève la nuit pour aller aux toilettes, et sans faire esprit, il passe et il allume le plafonnier de la chambre. 10h du matin, bon, je suis réveillée, ça ne me plaît pas du tout. Donc, si je lui dis, ah, mais il ne faut pas faire ça, si je lui dis, non, mais qu'est-ce que ça, tu me réveilles, alors, c'est fini. Un petit morceau de scotch sur l'interrupteur, et jamais, même si on passe le doigt dessus, ça ne s'allume pas. Voilà. Donc, c'est une façon de faire disparaître, c'est un objet qui dérange, et bien on le fait disparaître. Mais c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire disparaître dans une maison sans que ça du tout dérange qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Pour que l'environnement soit sécurisé, un peu comme quand on a un enfant de 3 ans, on ne va pas laisser traîner des bidons de lessive ou des machins comme ça à porter, on les cache, on les planque dans un... Donc là, il faut tout replanquer, c'est un peu pareil, on planque tous les produits dangereux, enfin c'est un peu comme, oui, si on a un enfant de 3 ans. Alors, après, un enfant de 3 ans, il est plus petit et on peut l'attraper comme ça. Et que là, c'est plus dur.
On ne peut pas attraper comme ça quelqu'un. Donc, un jour, je fais la cuisine, et l'ami, elle arrive derrière moi, je fais cuire des pâtes, il a faim sûrement, et je vois avec sa main, il veut attraper une pâte dans la marmite qui est en train de bouillir. Hein. C'est ça qui fait le geste. Je veux attraper. Je hurle. Et du coup, il s'arrête, heureusement, parce que sinon... Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas faire la cuisine tant qu'il circule dans l'appartement. C'est pas possible. Donc, il faut que je fasse la cuisine à un autre moment, au moment où il n'est pas en train de circuler, parce que sinon, il peut venir n'importe quand, mettre ses doigts dans n'importe quoi, et c'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, je me suis arrangée à faire autrement les choses. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée de, dès qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Voilà. Il ne faut pas rester avec, parce que sinon, on en a 1, 2, 3, 4, et puis on est noyé. On appelle au secours les pompiers, et puis les pompiers ne peuvent pas vous aider à résoudre le problème. Voilà. Il faut vraiment s'en occuper soi-même. Et avec les miroirs, donc comment vous avez fait dans le... Alors les miroirs, à un moment, je vois qu'est-ce qu'il fait. Il est devant le miroir, il discute avec quelqu'un, il croit que c'est... En fait, c'est lui qui est dans le miroir, mais il croit que c'est un de ses copains. Il dit alors Didier, comment ça va et tout, et il me regarde, il ne me répond pas. Il ne me répond pas, mais tu te rends compte, il ne me répond pas, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, je me dis là, je ne vais pas lui expliquer que c'est un miroir, hein, c'est parce que j'ai essayé une fois, parce que dans le hall, on a une grande glace, et il me dit, je dis comme ça, salut. Il me dit, tu vois, tous les jours, il me répond, salut. Parce que le miroir fait pareil, salut. Donc tous les jours, il y avait quelqu'un qui lui disait salut. Alors un jour, je dis, écoute, viens voir, il me semble que c'est une glace. Je m'approche, je dis, tu sais, si tu vois, ça fait un bruit de verre, c'est une glace. Je dis, écoute, Colette, on ne va pas se disputer pour ça, on en parlera tout à l'heure. On ne va pas se disputer pour ça. Donc, c'est vraiment, son cerveau lui dit qu'il y a quelqu'un dans la glace. Moi, je ne peux pas lutter contre son cerveau. Son cerveau lui dit il y a quelqu'un. Donc, d'accord, il y a quelqu'un. Alors, par contre, dans la salle de bain, très gênant, il ne veut pas se déshabiller devant tous les gens qui sont dans la salle de bain, mais en fait, tous les gens, c'est lui et moi qui sont dans la glace. Ben là, pas de solution. Ce que j'ai fait d'ailleurs avec la grande glace, je recouvre la glace, alors avec du papier transparent, avec un rideau. Enfin, j'ai fait disparaître les glaces parce que chaque fois, c'était un problème. Voilà, c'est tout. Par contre, dans la salle, il n'y avait pas. Il y avait une petite glace, et alors là, il avait trouvé une idée très marrante, parce qu'on était dans l'ascenseur, puis on rigolait, il dit, ça je les connais bien, c'est des Américains, je les vois tous les jours. Très bien, c'est des Américains, moi ça ne me dérange pas. Ils ne parlaient pas français, manifestement, parce qu'ils ne répondaient pas au bonjour, donc c'est des étrangers, mais sympathiques, donc des Américains, voilà. Vous voyez, donc le cerveau, il a toujours besoin d'avoir une explication logique. En fait, son cerveau restait logique, mais c'était une autre logique. Voilà. Mais il avait besoin, et si on questionnait cette logique, alors là, il aurait pu se fâcher très fort, parce que lui, il le voit, qu'il y a quelqu'un. Il voit quelqu'un qui lui dit bonjour. C'est ce qui est la tendance naturelle de l'aidant. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à lui dire, mais non, c'est pas... Alors là, le pauvre aidant, s'il fait ça, le pauvre, il se prépare un futur horrible. Un présent insupportable. Donc en fait, vous jouiez avec son traitement de l'information à lui, vous jouiez en permanence avec je ne peux pas changer son traitement de l'information. Et alors, en même temps, il y a aussi des choses qui sont très très étonnantes. Parce que c'est des choses que moi, mon cerveau ne peut pas faire. Par exemple, un jour, j'ai mis ça d'ailleurs dans la confusionnisme, moi, j'attache un rosier avec une pierre grande comme ça, que je pose sur un mur, je tire sur moi, j'attache mon truc. Il sort comme ça, il y a un jardin qui est grand avec des pierres partout, c'est en Provence, il y a des pierres. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait cette pierre sur le mur? Mais personne d'autre ne peut voir qu'il y a une pierre qui a changé de place, mais personne. Et lui, il le voit, et ça le dérange. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ne reconnaît plus l'ensemble. Ça l'angoisse. Donc je ne peux pas le laisser comme ça, angoissé avec cette pierre. Alors je lui dis, non, mais qu'est-ce qui te dérange? Ah, mais sa couleur et son emplacement. Sa couleur et son emplacement. Donc il y a un endroit qui ne lui plaît pas, la couleur, la pierre ne lui plaît pas. Bon, alors je dis, bon, ben... Alors on va essayer de trouver une pierre de la même couleur. Alors on va choisir une pierre de la même couleur que le mur, et ça ne le dérange plus. Mais si je le laisse, moi, avec cette pierre qui le dérange, ça le perturbe totalement. Parce qu'il ne sait plus du tout où il se trouve. C'est comme s'il avait photographié, ou même photographié une pièce, et un petit détail de la photo est changé, il ne reconnaît plus la photo. Et c'était pareil, un jour, pour sa crème à raser. Il avait toujours la même crème à raser, puis un jour, zut, c'était compliqué de l'acheter, j'achète une autre. Catastrophe internationale. Il ne se rase plus. Pourquoi? Ben, j'ai plus de crème à raser. J'ai dit, si, il y en a une là. Non, c'est pas...
c'est pas du tout. Non, 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 non. Et même un jour, à la place, il prend le dentifrice pour voir, mais non, ça marche pas du tout non plus. Et alors j'ai essayé de trafiquer, de mettre une étiquette dessus, de recopier la marque, ça marchait pas du tout, jusqu'au jour où j'ai remis la même crème qu'avant. Voilà. Donc le cerveau a des facultés de photographier, par exemple, des choses, et il faut faire attention de ne pas perturber, que la personne soit perturbée parce que quelqu'un a changé quelque chose dans la pièce, ou le dentifrice, ou je sais pas quoi, parce que c'est très perturbant pour la personne. Et là, elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle ne peut pas ranger le problème toute seule. Mais elle sait que ça ne va pas comme ça. Voilà. Sur les serrures aussi, vous avez trouvé des astuces? Eh bien, les serrures, c'est qu'à un moment donné, la personne va confondre justement des choses qui, pour nous, ne se ressemblent pas, mais pour elle, par exemple, une porte et une autre porte. La porte d'entrée et la porte des toilettes. Donc la personne cherche les toilettes, ne sait pas où elles sont, on ne reconnaît pas la porte des toilettes, même si j'ai mis un grand truc extra, qui a marché très longtemps, qui était une pancarte comme dans les cafés. Une pancarte, vous savez, avec des je ne sais pas comment ça s'appelle, avec on voit un monsieur, une dame, on voit la toilette, enfin bon. Ça a marché pendant longtemps, mais après ça marche plus. Alors, il cherche les toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors parce qu'il cherche les toilettes, mais il ne les trouve pas, donc il continue à marcher, donc il peut faire 50 km, n'importe quoi, se retrouver dans un ravin, tout ça parce qu'il cherche les toilettes, vous voyez. Donc, à ce moment-là, il y a quand même une mesure à prendre, c'est de mettre un code à la porte. Alors ça, je le répète depuis 10 ans. Personne ne le fait, mais je répète quand même. Donc, il faut mettre, sauf si la personne vit seule. Si la personne vit seule, ça s'appelle non-assistance, la personne en danger, là, quand elle ne sait plus revenir chez elle. Alors, si on vit avec une personne qui a Alzheimer, et qu'elle est capable de confondre une porte et une autre porte, ce qui n'arrive pas tout de suite, il faut mettre un code à la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus jamais sortir, parce qu'elle ne connaîtra jamais le code. Même si on le fait devant elle, alors, il faut se servir des avantages de cette maladie. Elle ne peut jamais se rappeler le code. Donc, on est tranquille. Et à ce moment-là, on dit, mais comment ça se fait? Avant, j'avais une clé, et là, j'ai pas de clé. Alors, si on lui dit, c'est comme ça, parce que tu as Alzheimer, tu comprends rien. Hein, bon. Avant, tu avais une clé, et maintenant, tu n'as plus de clé. Factuel. Voilà. Et c'est tout. Et ça, il le voit. Vous voyez, c'est comme les gens qui disent, qui confisquent la voiture, et puis qui essaient de donner des explications. Tu comprends, je t'ai pris ta voiture, parce qu'il n'y a rien. Ah, c'est horrible, ça. Avant, tu avais une voiture, et maintenant, tu n'as plus de voiture. On reste vraiment au niveau des faits. Et comme ça, tu n'as plus de voiture, et ben voilà, tu n'as plus de voiture. C'est juste, tu n'as plus de voiture. Voilà, avant, tu en avais une, maintenant, tu n'en as plus, c'est tout. Alors maintenant, si tu veux sortir, je peux t'amener promener, ou je ne sais pas quoi faire. Après, on peut présenter beaucoup d'autres choses, mais ce qui est important, c'est de vraiment rester là. Et de ne pas interpréter, de ne pas donner la raison, de ne pas dire oui, mais c'est parce que tu as Alzheimer, si tu conduis, tu vas écraser les gens et tout. Jamais. Jamais parler d'Alzheimer, jamais, jamais, jamais. Personne n'est malade. Ne pas le désigner comme malade, ne pas l'accuser, ne pas le reprocher. Alors c'est pour ça que les gens ils deviennent apathiques, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent toucher à rien, mais qu'ils touchent à quelque chose de catastrophe internationale, ils sont comme ça, ils n'osent plus bouger. Mais c'est pas drôle pour eux, ils sont malheureux comme les pierres. Alors qu'un malade qui se balade, donc par exemple, souvent les gens disent oui, machin truc, il se déambule la nuit, hein. S'il est resté toute la journée enfermé sur un canapé, qu'est-ce que vous voulez pas qu'il déambule au moment de se coucher? Moi je sais pas, mais bon. Donc il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils marchent. Moi je dis, il faut inventer un nouveau métier, promeneur de malades Alzheimer. Il faut les balader dehors, pas... Et ben moi mon mari il se baladait 2h le matin, 2h l'après-midi, tous les jours. Ben, après la nuit il dort, à 8h il est couché, il dort. Hein. Un peu de pioche au milieu. Quoi? Un peu de pioche au milieu. Ouais, ça dépend, j'avais pas toujours des pioches. Mais au moins, oui, du ping-pong, n'importe quoi, quelque chose qui... Du tennis. Le tennis, ça marche aussi. Lui, il avait joué au tennis, ça marchait super bien. Le tennis, c'est vachement simple. Vous avez un filet, quelqu'un d'un côté, quelqu'un de l'autre. On compte pas les points, on joue pour jouer, c'est tout. On s'amuse bien. Et quand il sort, il dit, j'ai dit, t'as bien joué? Il me dit, moi j'ai joué. Non, toi t'as joué. Moi non. On s'en fiche, qu'est-ce que ça peut faire? Je peux lui dire, j'ai pas le contrarier, ça sert à rien. De toute façon, il bénéficie de l'exercice toute la journée et le lendemain aussi. Donc, c'est tout gagné, c'est tout bon. On fait de l'éthologie, là, sans le savoir, depuis une demi-heure. L'éthologie, c'est la science du comportement, des comportements. Très compliqué. Parce qu'en fait, quel est le référentiel? Et c'est ce que vous avez décrit. Finalement, on a ce problème de référence. Et nous, on a nos normes de comportement. Et dès que ça dérive de cette norme, on considère que c'est un trouble.
pour l'autre, mais finalement, qui a raison? C'est peut-être l'autre qui n'a pas le même référentiel et nous qui avons le mauvais référentiel. C'est un peu ça. Oui, c'est ça en fait. Et donc il faut en permanence jongler avec sortir de la norme, transgresser par des normes, pour le bien, dès lors que, bien sûr, c'est pour la personne et que c'est considéré comme une action bénéfique et bénéfice-risque, c'est-à-dire réduction des risques aussi, parce qu'il y a une prise de risque parfois. Vous avez évoqué la sortie inopinée ou la conduite automobile, c'est une prise de risque. Donc, en fait, c'est une approche qui doit être forcément personnalisée. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut bien se connaître. C'est une approche qui doit être en permanence réévaluée, adaptée à chaque nouvelle situation. Donc, c'est en quoi c'est pas quelque chose qui peut se traiter comme ça par une ordonnance mensuelle. Enfin, c'est du quotidien, voire même du pluri-quotidien. Donc c'est cet asservissement-là permanent. On va parler des aidants, et c'est ça en fait qu'on attend de l'aidant. Mais pour l'aidant quand même, c'est une charge, c'est compliqué. Hein, parce que si on ne lui a pas expliqué justement tout ce qu'on est en train d'expliquer là, ça peut être vécu comme, je dirais, une prise de une part de culpabilisation aussi. Hein. Donc il faut bien analyser les situations, mais je crois que on a un progrès à accomplir dans l'information à délivrer aux aidants et dans la compréhension des phénomènes. En fait. Voilà. Après, j'allais dire, tout ce que vous proposez comme action, je dirais, toute action est bonne dès lors qu'elle n'est pas délétère, qu'elle ne crée pas de risque et qu'elle se solde par finalement souvent un résultat, parce que vous avez pu ensuite évaluer que la décision que vous aviez prise était finalement avait réglé une part des problèmes. Quant au miroir, c'est un sujet ancien, ça on s'est souvent posé la question, faut-il ou pas maintenir les miroirs? Donc, bon, il y a plusieurs écoles. C'est clair que quand on est au stade d'anosognosie et de troubles de la reconnaissance, au point de ne plus se reconnaître soi-même, ce qui était le cas, la personne est capable de voir, son cortex visuel fonctionne bien, donc elle voit quelqu'un, mais elle ne se reconnaît pas. Oui, c'est vrai. Et donc là, il y a des personnes qui ne vont pas réagir de manière très... Ça ne va pas forcément gêner toutes les situations, ce qui était le cas, mais inversement, on a aussi décrit des situations où ce phénomène angoissait la personne, donc générait un trouble, si vous voulez. Donc dans ce cas-là, on préconise effectivement de ne pas maintenir ces miroirs-là. Il y a aussi une situation qui est décrite dans certaines formes, c'est ce qu'on appelle la maladie de Capgras, c'est le défaut de reconnaissance. On ne reconnaît plus les personnes, ou alors on reconnaît c'est des fausses reconnaissances. Donc, vous pouvez être interpellé dans la rue par quelqu'un qui vous reconnaît alors que ce n'est pas la bonne personne. Ça aussi, ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ça peut arriver, cette situation-là. Donc il y a beaucoup de troubles. Je parlais d'éthologie. On n'aura pas le temps de décrire tous les troubles qu'on place dans la sphère comportementale, mais il y en a beaucoup. Et c'est très complexe parce qu'on n'en connaît pas toujours, on n'en a pas la compréhension sur le plan neurobiologique. C'est-à-dire on n'est pas capable toujours d'expliquer la genèse du trouble sur le plan biologique. Hein. Pour certains, oui. Pour beaucoup, on n'a pas l'explication forcément. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces troubles nécessitent de toute façon d'être signifiés. C'est ça l'étape qui manque souvent. On va avoir tendance à tort de se précipiter sur une réponse, un traitement, sans s'être posé la question de la signification du trouble. Et ça, c'est une erreur, parce que l'étape majeure, c'est pourquoi cette personne n'avait pas ce trouble la veille ou la semaine précédente et le présente maintenant. Si on ne fait pas l'effort de comprendre et de chercher des explications potentielles, on peut passer à côté d'explications accessibles à des solutions qui ne sont pas forcément des traitements, notamment des traitements médicamenteux. Le risque, c'est on a un médicament parfois assez trop rapidement facile,
Et le médicament, bon, sur le moment, il va résoudre une partie du problème, mais si vous n'avez pas compris la cause du problème, vous maintenez la cause, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas une approche étiologique. Et le médicament lui-même va pouvoir générer lui aussi des troubles. Donc on ne sait plus à la fin où est l'œuf, où est la poule. Donc il faut prendre le temps de signifier le trouble. Et très souvent, il y a des causes, qui sont des causes parfois médicales, des causes de tous ordres. Ça peut être des causes environnementales, ça peut être l'annonce par un proche d'une mauvaise nouvelle à l'insu de tout le monde, ça peut être la... J'ai vu beaucoup de situations assez étonnantes dans les établissements où il y a une visite et puis, curieusement, c'est après la visite ou quelques heures après la visite que la personne change de comportement. Et puis on apprend qu'à cette occasion, on a annoncé que l'animal domestique était... etc. Ou des conflits familiaux qui sont évoqués dans ce contexte, ou une télévision avec des images de guerre. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est quand même d'actualité. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Franchement, on ne fait pas attention là, parce que ces personnes ont encore des capacités ils voient, et les images qu'ils voient, si c'est des images de guerre, ils sont capables de savoir que c'est des images violentes. Voilà. Juste l'exemple, quand c'était les bombardements de Gaza, moi je n'avais pas fait attention, donc on avait regardé les informations, et comme mon mari il était enfant pendant la guerre de 40, il croyait que la guerre, les Allemands étaient là. Voilà, donc à partir de ce moment-là, plus d'infos, c'était fini. On a coupé vous allez voir les documentaires animaliers de Arte. Très très bien. Et il y a d'authentiques situations j'appelle ça de panique. La panique, c'est une maladie, enfin c'est un symptôme, et qui font suite à des événements. Alors je cite celle-là, mais il y a plein d'événements possibles. Il faut les rechercher. C'est tout ce travail d'analyse, de l'explication de ce changement, en fait. Et là, peut-être qu'on ne prend pas assez le temps. Clairement. Parce que ça nécessite du temps, il faut faire une enquête, ça concerne plusieurs personnes, mais c'est important avant de se précipiter sur, en particulier, un traitement médicamenteux. Alors pour faire le lien avec les professionnels, donc depuis tout à l'heure, Colette, vous dites que effectivement, à un moment donné, la personne a un comportement un peu d'enfant, alors que nous, en tant que professionnels, on nous dit sortez vos doigts et mettez la baguette, il ne faut pas infantiliser les personnes. Alors quelle différence vous faites entre ne pas infantiliser et en même temps savoir s'adapter Alors, il y a des gens qui infantilisent les enfants. Alors, comment tu t'appelles, ta nanana? Les enfants, ils ont horreur de ça, hein. Mais tout le monde a horreur de ça. Donc, l'idée, traiter quelqu'un comme un enfant, ça dépend comment on traite un enfant. Si on traite un enfant en lui faisant ni, c'est pas ça du tout. Hein. Ça s'appelle infantiliser les enfants. Mais une personne qui a Alzheimer peut avoir des réflexes et des comportements d'enfant réellement. Par exemple, je prends un exemple, on va pour se sortir, je dis à mon mari, avant de sortir, peut-être on va faire un tour aux toilettes, il fait « Oh, il y a de l'eau !» Et puis il veut mettre sa main comme s'il avait soif. Donc ça, c'est un enfant qui peut faire ça. Un enfant de quel âge? 1 an et demi, à peu près, quoi. Donc, c'est pas l'infantiliser que de l'empêcher de mettre sa main dans l'eau, je veux dire, et lui proposer un verre d'eau, je veux dire, c'est juste réagir à ce qui se passe comme un fait. Mais quand on dit, oh non, faut pas s'imaginer que c'est ma mère, comment est-ce que je peux devenir la mère de ma mère? Alors, il y a des gens qui partent dans des trucs. Je peux devenir la mère de mon mari aussi, je veux dire, on s'en fout, je veux dire, ce qu'il faut, c'est juste réagir correctement à la personne qui est à côté de vous. Si cette personne veut mettre sa main dans des pâtes en train de cuire, bonjour, il faut l'en empêcher, il ne faut pas lui dire, tu es un adulte, vas-y, fais tes choix. Ça serait ridicule. Voilà. Alors on avait parlé, quand on s'était rencontrés, d'un SAS. Toujours sur les professionnels. Donc, oui. Moi, j'ai retenu cette notion. Oui. C'est pas forcément ce que vous avez évoqué, mais pour les professionnels qui sont dans cette salle, c'est comment on instaure un SAS quand on arrive pour accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Parce que même quand on n'est pas un professionnel et qu'on est à domicile, il y a des moments où quand même, on peut être un peu stressé ou un peu machin. À ce moment-là, c'est très très important de se calmer. Voilà. C'est très important. Donc moi, je fais des ateliers de théâtre pour les aidants et les soignants. Et donc, je conseille toujours, si quelque chose ne va pas, vous sortez. Vous sortez. Machine arrière. Toujours machine arrière.
Vous sortez, et puis vous respirez, vous vous calmez, vous rentrez. Et souvent, quand vous rentrez, on ne vous reconnaît pas, parce que c'est pas la même qui est rentrée la première fois. Donc, ça peut se passer tout à fait autrement. Et donc, ce que je recommande beaucoup, c'est même les gens qui vont rendre visite à un parent en EHPAD, et ben, avant de rentrer, bon, vous êtes arrivé, il y a des embouteillages, vous êtes contrarié, il faut payer vos impôts, je sais pas quoi, vous en avez marre. Et puis bon, puis c'est trop loin pour aller voir votre mère, parce qu'elle est à 4 km. Avant de rentrer, vous prenez tous vos soucis, vous les mettez dans un sac, vous les posez par terre, hein, et après, vous pouvez toujours les reprendre à la sortie si ça vous manque. Voilà. Et quand vous rentrez, vous essayez d'apporter du bien-être ou quelque chose de sympathique à cette personne. Sinon, à quoi ça sert de venir la voir? Si quand vous êtes allé la voir, vous sortez, vous êtes malade de je sais pas quoi, l'autre, elle est encore 4 fois plus en dessous du niveau de la mer, ça sert à rien, il vaut mieux pas y aller. Donc moi, ce que je propose beaucoup aux gens, « Ah, mais c'est ma mère, je vais la voir toutes les semaines. » Ben non, attendez d'avoir envie d'aller la voir, c'est ça la chose. Voilà, là, comme vous disiez, au Socrate, on a parlé de ça. Eh bien, je suis tout à fait une disciple de Socrate. Donc, ce qui est très important, c'est la motivation. Parce que si votre motivation n'est pas que vous avez envie d'aller voir une personne malade, et alors là, tout dépend comment on se gouverne. Parce qu'il y a des gens qui sont démocrates, donc ils font un petit tour à l'intérieur. 50% de moi veut y aller, 50% c'est un peu juste, 40% j'y vais pas, 60% je peux y aller, 80% je cours pour y aller. Donc vous vous posez la question, c'est quoi votre motivation? Il y a des gens qui sont des tyrans vis-à-vis d'eux-mêmes. Comment tu dois y aller? C'est ta mère, toutes les semaines, tous les jours, si allez, vas-y, boum. Bon, et du coup, bah, ça se passe très mal. Ah, cette maladie, c'est une horreur, je peux vous dire, c'est une horreur, je le sais, c'est une horreur, voilà, voilà. Là, éventuellement, il y a une point d'agacement. Où ça? Dans votre propos. Non, je m'amuse. Ah non, je suis désolée. C'est du théâtre, je m'amuse. Les gens se fabriquent des vies absolument extraordinaires. Moi, je suis en admiration sur toutes les choses qu'on peut inventer dans sa propre vie. C'est hallucinant. Personnellement, je suis. Ah non. Non, je m'amuse, je ne suis pas du tout agacée. Du coup, c'est comme si la personne malade d'Alzheimer, elle vous voyait à travers vos émotions et pas votre visage. On a beau avoir un visage relativement neutre, elle va détecter les émotions plus ou moins agréables et sympathiques. C'est pour ça que les malades Alzheimer peuvent vous apprendre beaucoup sur vous-même. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris personnellement et je me suis transformée grâce à cette expérience-là. Je suis tout le temps de bonne humeur maintenant. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal. Est-ce que je peux vous embêter là? Je suis embêté avec les termes malade Alzheimer. Oui, ou alors je dis ça, mais bon. Non, mais pas que vous là. C'est une tendance qu'il faut s'écarter. C'est pas des malades Alzheimer, c'est des malades éventuellement atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est plus long ça. Mais surtout, ce sont avant tout des malades, quoi, tout court. La maladie dont on a parlé, qui touche le cerveau, est une maladie systémique. En fonction de son stade évolutif, au début, si ça touche que la mémoire, très vite, malheureusement, on l'a vu, ça va s'associer à des modifications des affects, du comportement, d'autres maladies somatiques qui se surajoutent. Donc ça devient, on prend soin une personne dans son intégralité, et pas uniquement au niveau de sa lésion, au niveau de la circonvolution numéro 3, l'hémisphère gauche. C'est pas ça, c'est un malade complet, avec toute l'entièreté de ses problèmes. C'est important pour introduire peut-être la séquence de tout à l'heure sur l'accompagnement à la prise en soin, de bien rappeler ça. Donc il ne faut pas dire malade d'Alzheimer, parce que Alzheimer, c'est le nom de la personne qui a découvert la maladie. Monsieur Alzheimer. Hein. C'est un peu différent. C'est pas malade d'Alzheimer. Il n'a pas donné la maladie, il a donné son nom, c'est tout. On avait parlé aussi de la symétrie des attentions, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire cette espèce d'effet miroir, pour le coup, entre le malade... Les neurones miroirs, c'est ça, les neurones miroirs. Hein. Vous avez des choses à dire sur les neurones miroirs, c'est sûr. Alors on vous écoute. Là, on a parlé des miroirs déjà tout à l'heure. On a parlé des miroirs. On était sur la symétrie des attentions, en fait. Le fait qu'effectivement, si on n'arrive pas avec une position... Alors, bienveillante, c'est peut-être un mot un peu valise. Mais du coup, on va avoir en retour pas une bienveillance non plus de la part du malade tout court ou du malade atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui, mais c'est pas... faut pas être aussi affirmatif. Alors, je pense que c'est pas si... Alors, allez-y, Paulo. Alors, en fait...
quand on arrive dans une situation quelconque, elle est particulière et il y a des problèmes. Alors, soit on arrive à les résoudre, soit on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, forcément, ça ne va pas forcément bien. Si on y arrive un peu, ça s'améliore un peu. Si on y arrive beaucoup, ça s'améliore beaucoup. Et ça dépend des moyens qu'on a, ça dépend de ce qui est possible, ça dépend de ce qui n'est pas possible. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. On est dans un univers de possibles, hein. Même dans quelques situations qu'on se rend, qu'on fasse n'importe quoi, on a toujours quand même un grand éventail de possibles. Alors après, on arrive à se promener dedans, plus ou moins facilement, ou pas. Mais si vous voulez, moi j'ai un peu comme ça, je fais un éventail. Il y a ce que vous avez l'habitude de faire, et puis il y a le contraire. Et alors, vous faites un grand éventail, et puis vous dites, voilà, je fais ça ou je fais le contraire. Enfin, on peut bouger, on peut bouger. Même si on bouge un tout petit peu, ça peut des fois faire un effet intéressant. Donc, on peut essayer de... Si on voit en tout cas, si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la PNL. Si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre. C'est toujours intéressant d'essayer autre chose. En fait, il faut essayer plein de trucs. Parce que pour qu'il y ait un truc qui marche, qu'est-ce qu'on doit essayer comme chose, hein? Moi, je dirige une compagnie de théâtre depuis 30 ans. Je peux vous garantir, des fois, je suis hallucinée de tous les trucs que j'ai essayé de faire et qui n'ont pas marché. Donc, il y en a qui ont marché. Mais il y en a plein que j'ai essayé de faire qui n'ont pas marché du tout. C'est impressionnant. Enfin, mais quand on fait n'importe quoi, jardin, c'est pareil. Vous essayez de planter des trucs qui ne poussent pas du tout. Ça ne pousse pas. Il y a des trucs qui poussent. Donc, plus vous essayez, plus vous avez de chances qu'il y ait un truc qui marche. Mais il faut bien savoir que on essaye, mais on n'est pas maître de tout, on est maître de rien en fait. Les choses, elles vont où elles veulent. Hein. Mais il faut essayer comme ça. On peut trouver des fois on a des surprises parce qu'il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Oui. Alors, je m'adresse plutôt aux soignants EHPAD ou soins longue durée qui sont au long cours auprès du patient, de la personne. On est obligé, si on veut leur donner tous les moyens d'assurer leur rôle, et de ne pas les mettre dans une situation de conflit éthique d'ailleurs, il faut qu'ils aient un minimum d'informations sur le récit, sur l'histoire, sur la narration, l'histoire de vie de la personne. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une complicité et d'une complicité avec l'aidant, enfin la famille. Il faut que la famille délègue une partie de ses fonctions à ses soignants. Sinon, ils ne peuvent pas exercer comme il faut leur art. À mon avis, c'est important, ça. Après, c'est vrai ce que vous dites, il y a une problématique de temps. Hein. Quand on est au domicile, il faut à la fois prendre le temps de faire alliance avec l'aidant. Et ça, il faut reconnaître que peut-être que dans nos structures, on ne le fait pas suffisamment. On ne prend pas suffisamment ce temps pour s'associer à l'aidant. On va un peu trop vite sur le soin ou sur l'aide à domicile à faire auprès de la personne malade. Donc ça, c'est un premier temps. Et puis le deuxième point que ça évoque, c'est aussi les temps de concertation au sein des équipes. Parce qu'on voit qu'effectivement, assez vite, au sein de nos équipes, il y a des soignants qui trouvent des petites astuces et d'autres qui butent un peu. Et si on a plus de temps pour pouvoir se concerter au sein des équipes, pour pouvoir échanger sur ces bonnes pratiques et cette façon de jouer avec la situation, on pourrait effectivement plus vite réaliser les interventions dans les temps qui nous sont donnés. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique de temps quand on intervient à domicile qui est assez présente. Donc ça, ce qu'on appelle les ISRS, là, ces médicaments... Citalopram, Séroplex, ça c'est bien parce que ça a un effet... ça a un effet sur l'angoisse au minimum, et déjà rien que ça c'est bien. En revanche, l'autre médicament fait partie de ces classes auxquelles on a beaucoup porté d'espoir il y a 20 ans, mais malheureusement ils n'ont pas apporté toute la contribution qu'on en attendait. C'est malheureusement les seuls traitements aujourd'hui qui sont sur le marché, encore sur le marché, mais il ne faut pas en attendre des miracles. Et à un moment donné, c'est bien d'essayer dans les 6 premiers mois. Ça mérite d'être essayé parce que ça a permis, dans certains cas, de retarder l'aggravation. Mais s'il n'y a pas de réponse, parce qu'il y a des personnes qui ne répondent pas du tout, il vaut mieux les arrêter parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Il vaut mieux l'arrêter. Ouais. Alors ça, c'est pour moi qui vais vous dire d'arrêter. Je ne connais pas assez bien votre situation, mais la tendance aujourd'hui, c'est au moins évaluer. On prescrit. On évalue ce qu'on ne faisait pas avant. On évalue au bout de 6 mois, non pas seulement la tolérance, mais si il y a eu au moins une amélioration, peut-être une amélioration, au moins une non-aggravation. Et si ce n'est pas le cas, on a tendance, alors ça dépend du stade de la maladie, mais bon, à partir d'un certain stade, on sait que ces médicaments ne peuvent plus être efficaces, puisque tout simplement, leur mode d'action, c'est d'agir sur des neurones qui se fixent,
mais lesquels sont ceux qui disparaissent. Donc c'est comme si vous donniez de l'essence sans moteur. Voilà. Effectivement, mon mari, il a été traité avec, je ne sais plus quel médicament. Bon. Et quand j'ai arrêté, j'ai essayé d'arrêter. 3 fois, j'ai essayé d'arrêter et c'était plus grave. Donc j'ai remis. Donc en fait, il en a pris pendant plusieurs années. Et un jour, ça ne faisait plus rien, donc on a arrêté. Ça, en fait, si vous voulez, ça dépend du stade. Hein. Voilà. On les initie, si on doit les initier, c'est au début, parce qu'au début de la maladie, il y a encore ces récepteurs qui peuvent, sur lesquels peuvent se fixer le médicament, hein, puisque c'est ce qu'on appelle l'acétylcholine, en fait. C'est un des médiateurs, là. Donc, encore faut-il qu'il y ait encore les cellules sur lesquelles ils se fixent. Donc, au début, ça a un intérêt, mais plus on s'éloigne du début, alors je ne donnerai pas de chiffres, mais on a des scores pour cela, plus la perte neuronale est avancée, et bien plus ils perdent leur efficacité, puisqu'ils ne peuvent plus agir sur leur site d'action. Hein. Donc, effectivement, l'arrêt, le diagnostic étant fait quand même maintenant plus précocement, bon, on est plutôt dans le principe de les prescrire au début. Après, quand les arrêter, c'est plutôt quand les arrêter. S'ils sont bien tolérés, bon, on peut aussi les maintenir. Le problème, c'est qu'on a décrit des troubles, et ça, je voudrais qu'on en parle quand même ce soir, parce que c'est un sujet majeur, qui sont les troubles du comportement alimentaire, hein, parce que c'est quand même de ça que décèdent les patients. Hein. Ils ne décèdent pas de la maladie d'Alzheimer, hein, ils décèdent de ses conséquences, et en particulier métaboliques et nutritionnelles. Or, ces médicaments ont malheureusement sont pourvoyeurs de troubles du comportement alimentaire. Hein, qu'on ne piste pas toujours. Hein. Donc il faut avoir ça en tête et savoir les arrêter dans ce cas-là. Ces dispositifs sont nés il y a une vingtaine d'années. Hein. Je ne sais pas le Paris 4 depuis quand il est ouvert, mais bon, il y en a un autre à la Fondation qui est un des premiers en France, à Montpellier. Et je dirais que c'est parmi tous les progrès accomplis au cours des 20 dernières années dans ces maladies, c'est peut-être, ça va vous surprendre, cette mesure-là, avec une qu'on va évoquer après. Ce n'est pas les médicaments, on l'a dit, c'est plutôt ces mesures-là qui ont démontré qu'elles apportaient vraiment un bénéfice pour le patient, la personne, au point qu'on retarde considérablement l'entrée en établissement quand elle doit survenir. On a même évité les entrées en établissement. Et bien sûr, ça apporte le répit à l'aidant et ça maintient la capacité de l'aidant à assurer son rôle d'aidant, sans lequel l'entrée en institution serait précipitée. Donc c'est vraiment important comme dispositif et il faudrait qu'il y en ait plus. Juste, je peux dire une toute petite chose, parce qu'il y a des gens qui aiment les groupes et il y a des gens qui n'aiment pas être dans des groupes. Donc si les gens n'aiment pas être dans des groupes, ça ne sert à rien de les forcer à aller dans un groupe. Voilà, c'est ça qui joue beaucoup. Mon mari, il était solitaire, alors lui, pas question d'aller dans un groupe, hein, jamais. Donc voilà, c'est pas la peine. Professeur, vous voulez dire quelque chose ? Oui, deux choses. Un, c'est la deuxième mesure, mais sans hiérarchiser avec la première. Je vais au même niveau d'intérêt et d'apport qu'elles ont produit depuis leur mise en œuvre. On ne devrait plus dire, au départ c'est ESA pour A de Alzheimer, mais aujourd'hui c'est A de l'autonomie. En fait, le concept est né à partir de ces situations qui sont les plus fréquentes. Mais en fait, ce que vous faites, c'est en fait ce qu'on devrait faire pour toute personne en situation de perte d'autonomie, quelle que soit la cause, même si la cause principale, ce sont ces maladies. Donc de plus en plus, on les appelle équipes spécialisées autonomie. D'accord. Troisième information, c'est que, vous l'avez dit, moi je le dis autrement, vous faites quelque chose que personne d'autre ne fait. C'est l'évaluation situationnelle. L'évaluation des besoins en situation écologique domiciliaire, ce qui est bien différent de ce qu'on fait à l'hôpital. Les deux ne se contredisent pas. On ne peut pas faire ce qu'on fait à l'hôpital à domicile, mais inversement, ce qu'on fait à l'hôpital n'est pas tout à fait le reflet de la vraie vie au domicile. Donc, vous mettez en évidence à domicile des choses qu'on ne peut pas voir à l'hôpital. L'hôpital n'est pas la vraie vie qui est contre ça, qui est pour. Pas la vraie vie. L'hôpital, la vraie vie, c'est le domicile. Donc, le comportement de la personne au domicile, on ne peut pas en avoir
certitude qu'à l'hôpital, en consultation, ça reproduit le domicile. Donc, c'est très important de pouvoir faire cette évaluation au domicile. Bon, c'est cette équipe qui le fait aujourd'hui, avec le plan de soins qui en découle. Je veux insister sur le fait que, on l'a dit plusieurs fois, si on veut donner la possibilité à l'aidé de pouvoir vivre le plus longtemps possible dans son milieu de vie, celui auquel il aspire, en général, même si à un moment donné, on ne peut plus le vérifier, on peut faire l'hypothèse que c'est quand même sa première aspiration, il faut, dès lors qu'il y a un aidant, parce que là on parle de situations où il y a un aidant, malheureusement, toutes les situations orphelines, ça c'est un autre sujet. Dès lors qu'il y a un aidant, il faut mettre tout en place pour que l'aidant puisse assurer son rôle d'aidant le plus longtemps possible, d'où les accueils de jour, les plateformes. Et vous avez peut-être oublié, on peut innover. Un point qui me paraît essentiel, c'est qu'on parle beaucoup des sujets vulnérables, des personnes vulnérables, c'est des termes un peu galvaudés d'ailleurs, je trouve, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on met derrière ce terme de vulnérabilité. Mais s'il y a bien des personnes vulnérables au point de tomber de la fragilité à la maladie, ce sont les aidants. Et donc, il faut peut-être mettre en place une mesure qui avait été annoncée il y a très longtemps par nos autorités et qui n'a jamais vu le jour, c'est la consultation de l'aidant. Leur permettant à ces aidants de pouvoir bénéficier d'une consultation médicale pour vérifier que leur état de santé, finalement, n'est pas en train de se dégrader. Moi, j'ai dans ma mémoire deux situations, j'ai encore le temps, deux situations qui m'ont marqué. C'était il y a 25 ans. C'était, à l'époque, on ne parlait pas encore des plateformes, c'était avant. Où, dans le premier cas, c'était un homme qui assurait le rôle d'aidant de son épouse, dans les deux cas. Et donc, je les suivais en consultation, je suivais les épouses en consultation. Puis un beau jour, malheureusement, j'ai appris que l'un des époux, donc j'ai eu que son épouse ce jour-là, était décédé d'un infarctus du myocarde, brutalement la nuit. Donc ça, c'était pas du tout prévisible, n'est-ce pas? Et donc on a dû institutionnaliser la personne. Et l'autre couple, c'est différent, c'est l'homme là, l'aidant, m'a annoncé qu'on venait de découvrir un cancer. Donc là, ça a été plus long. On a pu préparer autrement la prise en soin de la personne à aider, si vous voulez, parce qu'il est décédé de son cancer avant son épouse. Ça met en évidence, et c'est dans cette période-là qu'on a étudié l'impact du rôle d'aidant sur l'état de santé de l'aidant, par le biais du stress. Tout est démontré biologiquement. Les aidants sont plus à risque de faire des dépressions, bien sûr, mais aussi des infections. Leur état immunitaire est altéré, probablement plus à risque de faire la Covid, etc. Donc, il faut véritablement développer des consultations, en tout cas orienter les aidants vers des consultations gériatriques pour qu'ils bénéficient d'une évaluation, si on veut leur permettre d'assurer leur rôle, et puis pour eux-mêmes, leur état de santé. Voilà, c'est un point. Alors, je vais développer. On a fait des études, on a comparé, en prenant des personnes qui jouaient le rôle d'aidant à des personnes de même âge qui n'étaient pas aidants, même âge, même genre, etc. Donc ajusté. Et on a mesuré le cortisol dans la salive, par exemple. C'est un marqueur de stress. Et on a montré que les aidants avaient des taux de cortisol salivaire plus élevés. Donc il y a un stress plus marqué. On a étudié leur immunité, leur défense immunitaire, ils avaient des infections altérées également. Via d'ailleurs le cortisol, l'hypercortisolémie. Et donc ça, c'est des éléments biologiques. Puis ensuite, il y a l'incidence des maladies. Quand on compare les deux groupes et qu'on les suit, eh bien, il y a un risque plus majoré, y compris peut-être de cancer. C'est pour ça que je parle de ce monsieur-là. On ne peut pas forcément être formel à chaque fois, mais il y a des relations dans tous ces processus-là. Donc il faut en tenir compte et considérer l'aidant comme un fragile en puissance, pour rien faire. Votre épouse est ce qu'on appelle anosognosique, c'est un terme un peu... Ça veut dire qu'elle ne se rend pas compte de la perte de ses déficiences. En fait. Mais bon, si elle ne s'en rend pas compte, a priori elle n'en souffre pas.
On pourrait philosopher autour de ça, je ne vais pas m'aventurer dans cette direction. Mais dans la mesure où vous l'avez dit, elle a un comportement alimentaire adapté, elle est suivie, elle n'a pas de maladie qui se surajoute, le meilleur paramètre, c'est le poids. C'est la mesure du poids. Tant que le poids est stable, tout va bien. Le jour où il y a une cassure de la courbe de poids, je vous dis ça, mais c'est facile ça. Là, il faut se dire il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça peut être un prémonitoire d'un virage évolutif. Et les familles qui se retrouvent dans l'accueil de jour, les aidants, arrivent à créer des liens entre eux, plus facilement, puisqu'ils sont confrontés au même. Voilà, donc il faut, comme vous le dites très bien, il faut changer de... On change de relation, c'est tout. Mais il y a des tas de gens avec qui on peut avoir des relations excellentes, on ne les connaît pas encore, c'est dommage.